Ce jour-là changeait ma vie pour toujours. J'avais 14 ans, quand je me réveillais, et voyais ma mère pleurer avec lui dans le salon. L'homme, qui ne m'avait jamais voulu, suppliait maintenant pour de l'aide. Bonjour, mes chers amis, je suis Edith Renan, 65 ans, partageant une histoire que je porte depuis plus de 5 décennies. Je vous parle depuis ma véranda à Foix, Ariège, Occitanie, où le thé sucré est toujours prêt, et les souvenirs ne me quittent jamais, même quand j'aimerais que certains s'en aillent. Avant de commencer cette histoire difficile, je vous demande de partager quelque chose sur vous dans les commentaires. Votre couleur préférée, votre plat favori, ce que vous aimez faire, ou même la ville d'où vous lisez ceci. Cela aide cette vieille dame à continuer de partager ses histoires. Et, j'espère, donne de la force à ceux qui traversent des expériences similaires. J'ai grandi sans père, pas le genre où l'on dit « j'ai grandi sans père », mais je le voyais de temps en temps. Non, j'ai grandi en sachant à peine à quoi il ressemblait. Maman, Margot Renaud, 43 ans à l'époque, gardait une vieille photo, jaunie, où il s'appuyait contre une vieille Citroën, une cigarette à la bouche, regardant de côté l'appareil, comme s'il ne voulait pas être là. C'est ton père, Edith, disait-elle, quand j'insistais pour demander. Nous vivions dans une maison simple du côté et de Foix, un endroit où tout le monde se connaissait. Maman travaillait comme couturière, faisant toutes sortes de travaux, des ourlets de pantalons aux robes de mariée. Quand les commandes arrivaient, l'argent était limité, mais nous n'avions jamais manqué de nourriture sur la table, ni d'amour dans cette maison. Maman était l'une de ces femmes fortes, dont la France est pleine, élevant seule une fille, travaillant du lever au coucher du soleil, et trouvant encore l'énergie pour me raconter des histoires avant de dormir. Ton père est parti avant même de te connaître, ma chérie, expliquait-elle, quand j'avais 7 ans, et que mes questions devenaient plus insistantes. Il aimait sa bouteille plus que la responsabilité. Quand il a su que j'étais enceinte, il a disparu pendant une semaine. Quand il est revenu, c'était juste pour prendre ses quelques vêtements, et dire qu'il n'était pas né pour être le père de quiconque. J'ai grandi en entendant des histoires comme celle-là, des pièces d'un puzzle, qui ne formaient jamais une image complète. Jean Fournier, 48 ans, était un bel homme, qui charmait les femmes avec des paroles douces, mais avait le whisky du diable comme meilleur ami. Il s'emportait vite, travaillait peu, vivait de petits boulots, et laissait une traînée de cœur brisé partout où il allait. Du moins, c'est ce que disait ma tante Colette Bisset, 46 ans, quand maman n'était pas là. Ta mère méritait mieux. Edith, my voice, nos cœurs font les mauvais choix. Ah, à l'école, aux fêtes d'anniversaire, partout où les familles se réunissaient, je ressentais ce vide. Les autres enfants avaient des pères, qui les portaient sur leurs épaules, qui leur apprenaient à faire du vélo, qui les grondaient quand il le fallait. Moi, je n'avais que le silence là, où il aurait dû y avoir une voix grave, que le vide là, où il aurait dû y avoir des bras forts. Pas que maman n'essayait pas, elle faisait le travail de 10 personnes. Mais il y a des choses qui vous manquent, même sans jamais les avoir eues. La vie suivait son cours normal dans notre petite maison. J'allais à l'école, aidais maman avec la couture quand je pouvais, jouais avec les enfants du quartier. L'absence de mon père était comme un fantôme, avec lequel nous apprenions à vivre, toujours là, mais nous faisions semblant de ne pas le voir. Jusqu'à ce que tout change ce matin-là. C'était un dimanche de mars 1974, je m'en souviens comme si c'était hier. L'odeur du café frais montant les escaliers m'avait réveillé. Maman faisait habituellement du pain de maïs le dimanche, alors je me levais excité, pensant au petit déjeuner. C'est alors que j'entendais les pleurs. Je descendais les escaliers sur la pointe des pieds, les cœurs battantes. Maman n'était pas du genre à pleurer. C'était le type de femme qui gardait ses larmes pour quand elle était seule dans sa chambre, où personne ne pouvait les voir. Entendre ses sanglots dans le salon me faisait plus peur que n'importe quoi. Et il était là, un homme mince, les cheveux déjà grisonnants, mooroché, avec des cernes, qui semblaient peints sur son visage jaunâtre. Il portait une chemise usée, qui avait connu de meilleurs jours, et un jean délavé, qui semblait trop grand pour son corps. Il était assis sur notre canapé, la tête baissée, pendant que maman pleurait. Deep-out, une main couvrant son visage. Qui êtes-vous, monsieur ? Demandai-je depuis l'escalier, faisant que les deux me regardaient en même temps. C'était maman qui parlait, essuyant ses larmes, avec la manche de son peignoir.
Edith. Gêne, ton père. Oh. Ces mots tombaient comme une pierre dans mon estomac. Mon père. Cet homme usé de 48 ans, sentant la cigarette et le whisky, assez fort pour le sentir de l'autre côté de la pièce, était l'homme de la photo jaunie. Était-il celui qui était parti avant même de me voir naître? C'est Edith, demandait-il d'une voix rauque, me regardant comme s'il voyait un fantôme. Comme elle a grandi, comme j'ai grandi, comme s'il m'avait jamais vu petit, comme s'il avait le moindre droit de commenter ma croissance, qu'il n'avait pas observé un seul jour. Que fait-il ici? Demandai-je à maman, ignorant complètement l'homme, qui essayait maintenant de se lever. Edith, ne parle pas ainsi, répondait maman, toujours préoccupée par les manières, même dans une situation pareille. Ton père est venu. Il a besoin d'aide. C'est alors que je remarquai à quel point maman semblait déchirée. Il y avait de la colère dans ses yeux, mais aussi de la pitié, et peut-être, au fond, un peu de cet amour qu'elle avait autrefois ressenti pour cet homme. Elle était toujours ainsi, trop tendre pour son propre bien. Jean faisait 2 pas vers moi, boitant légèrement. C'est alors seulement que je remarquai son apparence malade. Ce n'était pas juste une gueule de bois, ou une mauvaise nuit de sommeil. Yesu is malade. Ma fille, disait-il. Et ce mot, fille, sonnait si faux dans sa bouche, que j'avais presque envie de rire. Je n'ai nulle part où aller. Pas d'argent pour les médicaments. Je suis venu demander de l'aide à ta mère. Juste le temps de me remettre un peu. Et pourquoi devrions-nous t'aider? Demandai-je, descendant le reste des escaliers, le courage grandissant en moi. Tu t'es souvenu que tu avais une fille maintenant. Après 14 ans, Edith, me grondait maman. Mais on voyait qu'au fond, elle se posait la même question. Je mérite ça, répondait-il, nous surprenant toutes les deux. Je mérite ta colère, ton mépris. J'étais un père absent, un mari qui ne valait rien, mais je paye pour ça maintenant. L'alcool a détruit mon foie. Les médecins disent que je n'ai plus beaucoup de temps. Si je ne me soigne pas correctement, je n'ai personne. Edith, il parlait, regardant le sol, comme s'il ne méritait même pas de nous regarder dans les yeux. Et peut-être qu'il ne le méritait pas, mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une lassitude, une défaite, qui faisait même adoucir un peu mon cœur rebelle d'adolescente. Maman me demandait de monter dans ma chambre pendant qu'il parlait. J'y allais à contre-cœur, mais j'obéissais, par l'entrebâillement de la porte. J'essayais d'entendre ce qu'il disait, mais je ne captais que des morceaux de la conversation. Dernière chance, Margot, les choses ne sont pas si simples. Elle a le droit de connaître son père. Même si, je ne te laisserai pas lui faire du mal à nouveau. Je restais dans ma chambre pendant des heures, l'estomac grondant de faim, mais sans le courage de descendre. Quand maman frappait enfin à ma porte, il était presque l'heure du déjeuner. Edith, nous devons parler, disait-elle, s'asseyant sur le bord de mon lit. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans ce matin-là. Ton père va rester avec nous un moment. Quoi? M'exclamai-je, sautant du lit. Après tout ce qu'il a fait, après t'avoir abandonnée enceinte, après n'avoir même jamais voulu me rencontrer. Ma chérie, je sais que c'est dur à comprendre. Elle prenait mes mains, ses yeux encore rouges d'avoir tant pleuré. Mais il est vraiment malade. Le médecin lui donne 6 mois à vivre, s'il ne reçoit pas les soins appropriés. Il n'a personne, Edith. Et c'est notre faute, demandai-je, retirant mes mains. Il a choisi de n'avoir personne, quand il a choisi la bouteille plutôt que la famille. Yes, ice. Je sais, soupirait profondément maman. Mais c'est toujours ton père, Edith. Et malgré tout, je l'ai aimé très fort autrefois. Je ne peux pas tourner le dos maintenant. Enzachant, qu'il pourrait mourir seul dans un coin de rue. Ah. À cet instant, je détestais le cœur tendre de ma mère. Je détestais sa capacité à pardonner ceux que je pensais impardonnables, mais je l'admirais aussi. Au fond, cette force qu'elle avait de faire ce qu'elle pensait juste, même quand c'était difficile. Il restera dans la chambre du fond, continua-t-elle. Il aura besoin d'aide avec ses médicaments, avec un régime spécial. Je sais que ce n'est pas juste de demander ça, mais j'ai besoin que tu essaies, ma chérie. Essaie de donner une chance à ton père. Je ne répondais pas. La boule dans ma gorge était trop grosse pour laisser passer les mots. Je hochais simplement la tête, acceptant, sans vraiment accepter. Et just eins, que Jean Fournier, le père, que je n'avais jamais connu, entrait dans nos vies après 14 ans d'absence.
Il venait comme quelqu'un demandant pardon, comme quelqu'un qui ne mérite pas une seconde chance, mais la supplie quand même. Il venait malade. Venku, une ombre de l'homme séduisant de la photo jaunie. Ce jour-là, pendant que maman arrangeait la chambre du fond et préparait un déjeuner spécial, qui ne serait pas dur pour son foie, je m'asseyais sur les escaliers, observant cet étranger, qui était mon père. Il remarquait mon regard, et tentait un sourire, qui n'atteignait pas ses yeux. Un jour, tu comprendras, Edith, disait-il doucement. Un jour, tu comprendras comment un homme peut faire tant d'erreurs, qu'il n'y a plus de retour en arrière. Je ne répondais pas, je continuais juste à observer, enregistrant chaque détail de ce visage, qui aurait dû m'être familier, mais qui m'était complètement étranger, ne sachant pas que ce n'était que le début d'un cauchemar, qui changerait nos vies pour toujours. Les premières semaines avec Jean dans la maison étaient étranges, pour le moins, c'était comme avoir un fantôme vivant dans la chambre du fond. Un fantôme, qui toussait fort au milieu de la nuit, qui prenait des pilules colorées au repas, qui me regardait avec ses yeux enfoncés, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait jamais les bons mots. Maman se pliait en quatre pour s'occuper de lui. Elle préparait des aliments spéciaux faibles en gras, faibles en sel, des tisanes, qu'elle apprenait d'une voisine, Madame Claire Dubois, 68 ans, qui connaissait ces choses, lavait ses vêtements avec un soin, qui me donnait une pointe de jalousie. Tout cela pour cet homme, qui n'avait jamais rien fait pour nous. Zaufpatir. Au début, j'essayais de garder mes distances. Je partais tôt pour l'école, revenais, et montais directement dans ma chambre, ne descendant pour le dîner que lorsqu'on m'y obligeait. Mais peu à peu, la curiosité l'emportait sur la colère. Après tout, combien de questions avais-je accumulées toutes ces années? Combien de fois avais-je imaginé à quoi ressemblerait une conversation avec mon père? Un après-midi, alors que maman était partie livrer une commande de couture, je me retrouvais assise sur les marches du fond, observant Jean prendre un faible soleil dans la petite cour. « Pourquoi n'es-tu jamais revenu avant » demandai-je, la question m'échappant avant que je puisse la retenir. Il tournait la tête lentement, comme si le mouvement lui faisait mal. « La honte peut être, répondait-il après un long silence, ou la lâcheté, probablement les deux. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Je pensais qu'il inventerait une excuse, dirait qu'il avait essayé de revenir, mais ne pouvait pas, qu'il pensait à moi tous les jours. Mais non, il admet qu'il était un lâche, qu'il était trop faible pour affronter ceux qu'il avait fait. L'alcool n'a pas aidé, continua-t-il, regardant le ciel. Chaque année qui passait rendait le retour plus difficile. Comment expliquer à une enfant que son père préférait la bouteille à elle? Comment regarder dans les yeux la femme qu'on a abandonnée enceinte? Alors j'ai bu plus pour oublier, et plus je buvais, plus il devenait impossible de revenir. À cet instant, je ne ressentais ni pitié, ni pardon, mais pour la première fois, je voyais mon père comme un être humain, brisé, imparfait, mais humain. Il n'était plus le monstre de mes imaginations enfantines, ni le héros que j'espérais secrètement qu'il pourrait être. C'était juste un homme qui avait fait des choix terribles et qui en payait maintenant le prix. Les jours passaient et Jean semblait s'améliorer un peu avec les soins de maman. La couleur jaune diminuait, il prenait quelques kilos, il pouvait déjà marcher dans la cour sans s'essouffler, il commençait à aider avec de petites choses dans la maison, changeait une ampoule grillée, réparait la charnière de l'armoire de cuisine, des choses comme ça, de petits gestes, qui faisaient sourire maman d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était environ un mois après son arrivée que je remarquais les premières choses étranges. Wonenwit, je me réveillais au son de pas, ce n'étaient pas les pas de maman, qui se déplaçaient toujours légèrement dans la maison. C'étaient des pas lourds, traînants. Je jetais un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et voyais Jean marcher dans le salon, marmonnant des choses que je ne comprenais pas. Il allait d'un côté à l'autre, s'arrêtait, fixait le vide, continuait à marcher, comme s'il cherchait quelque chose, ou fuyait quelqu'un, que lui seul pouvait voir. Le matin, quand j'en parlais à maman, elle disait qu'il avait des insomnies à cause des médicaments, que c'était normal, mais ses yeux ne rencontraient pas les miens. Quand elle disait cela, puis venaient les rires, des rires sans raison, qui commençaient de nulle part, et s'arrêtaient aussi brusquement, qu'ils avaient commencé, parfois au milieu d'un repas, parfois en regardant la télévision. Des rires qui ne correspondaient à rien de ce
qui se passait, qui faisait que maman donnait ses sourires nerveux, et changeait rapidement de sujet. C'est juste la joie d'aller mieux, disait-elle, quand je demandais. Ton père a toujours eu ce genre d'humour différent. Mais ce n'était pas de l'humour. Je le savais, il y avait quelque chose de mauvais. Quelque chose qui allait au-delà de la maladie du foie. Au-delà du sevrage d'alcool, quelque chose dans ses yeux. Quand le rire s'arrêtait, un vide, une confusion, comme s'il ne savait pas lui-même pourquoi il avait ri. L'incident de la bière arrivait un dimanche, environ 2 mois après son arrivée. Nous étions tous les 3 dans le salon, regardant un programme du dimanche soir à la télévision. Une chose rare, j'évitais généralement d'être dans la même pièce que Jean trop longtemps. Mais ce jour-là, à l'insistance de maman, j'acceptais de regarder un magazine télévisé avec eux. C'est alors que le voisin, Monsieur André Dubois, 53 Hands, arrivait avec un pack de bière pour regarder le match. Ne sachant rien de l'état de Jean, maman essayait de refuser poliment. Mais Jean insistait pour que le voisin reste, que ce n'était pas un problème, qu'il était déjà assez fort pour résister à la tentation. L'atmosphère devenait tendue immédiatement. Maman jetait des regards inquiets à Jean, qui faisait semblant d'être très intéressé par le match, pendant que Monsieur André, inconscient de la situation, ouvrait une canette après l'autre. Saul, que tu n'en veux pas une, mon vieux, insistait Monsieur André, tendant une bière froide vers Jean. Une ne fera de mal à personne. Je voyais le regard de mon père changer à cet instant, les yeux fixés sur la canette, la gorge montante, et descendant, alors qu'il déglutissait difficilement, la main tremblant légèrement à son côté. C'était comme regarder un homme se noyer, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Non, merci, répondait-il d'une voix rauque. Je ne peux vraiment pas, monsieur. What am I? André haussait les épaules, et continuait à boire, commentant le match, de plus en plus fort. À mesure que les canettes vides s'accumulaient, à un moment donné, il faisait un geste brusque en se plaignant de l'arbitre, et la bière dans sa main se renversait sur le tapis du salon. Ce tapis beige, que maman avait acheté avec tant de sacrifices, paiement après paiement. Oups, désolé, riait Monsieur André, déjà, à moitié ivre. Margot s'en occupera plus tard. C'était comme si un interrupteur s'était déclenché. Jean se levait d'un bond, le visage rouge, les yeux exorbités, pointant le doigt sur le voisin. Respecte la maison des autres, ivrogne dégoûtant, criait-il, sa voix méconnaissable de tant de rage. Qui penses-tu être, venant ici, buvant dans ma maison, et ensuite salissant le tapis de ma femme? Monsieur André, surpris par la réaction disproportionnée, levait les mains en signe de paix. Dos calme. Mon vieux, c'était un accident. Je paierai le nettoyage du tapis. Pas besoin de tout ce stress. Mais Jean n'écoutait plus. Il était ailleurs, consumé par une fureur, qui semblait avoir été accumulée pendant des années. Il se jetait sur le voisin, trébuchant sur son propre pied, et serait tombé, si maman ne s'était pas interposée. Jeanne, pour l'amour de Dieu, c'était un accident, plaidait-elle, les mains sur sa poitrine, essayant de le repousser vers le canapé. C'est alors qu'il faisait quelque chose qui changeait tout entre nous. Il poussait maman de côté avec force, la faisant heurter la bibliothèque, et renverser les quelques bibelots que nous avions. Et quand j'essayais de courir pour aider ma mère, il se tournait vers moi avec le bras levé. La gifle atteignait mon visage avec une telle force, que je voyais des étoiles pendant une seconde. Je tombais, assise, plus par choc que par douleur, la main sur mon visage brûlant. Incapable de croire ce qui venait de se passer, la pièce tombait dans un silence absolu. Monsieur André, les yeux écarquillés, marmonnait quelque chose sur régler ça un autre jour, et sortait précipitamment, laissant la porte ouverte derrière lui. Maman était paralysée près de la bibliothèque, la main sur la bouche, les yeux pleins de larmes, et Jean regardait sa propre main, comme si elle avait agi toute seule. Edith, bafouillait-il, faisant un pas dans ma direction. Je ne voulais pas, je ne sais pas ce qui, reste loin de moi, cria Isia, me traînant en arrière jusqu'à ce que je heurte le mur. Ne me touche pas. Son visage se tordait dans une expression qui mêlait honte, regret, et quelque chose d'autre, quelque chose que je comprendrais plus tard comme le début de la folie qui le consumait. Je suis désolé, répétait-il, maintenant avec des larmes coulant sur son visage ridé. Je suis désolé, ma fille, je ne sais pas ce qui m'a pris.
C'était la bière. Zone ODA. Ça m'a embrouillé la tête. Maman sortait enfin de sa transe et courait pour m'enlacer. Je sentais son tremblement, alors qu'elle m'aidait à me relever, passant doucement sa main sur mon visage rouge. Plus jamais, disait-elle, avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Ferme, froide, définitive, plus jamais tu ne poseras un doigt sur ma fille. Jean, ou je le jure devant Dieu, j'appellerai la police. Malade ou pas, cette nuit-là, je verrouillai la porte de ma chambre et pleurai jusqu'à m'endormir. Pas à cause de la douleur de la gifle. Bien que mon visage brûlait encore, je pleurais pour l'espoir perdu. Pendant quelques semaines, j'avais laissé une petite graine d'espoir grandir en moi. L'espoir que peut être, juste peut être, nous pourrions être une famille normale, que le remords de Jean était sincère, qu'il voulait vraiment réparer le mal qu'il avait fait dans nos vies. Cette gifle ne faisait pas seulement mal à mon visage, elle faisait mal à cet espoir fragile, l'écrasait complètement. Dans les jours qui suivaient, Jean se remettait à s'isoler dans la chambre du fond, il apparaissait à peine pour les repas, et quand il le faisait, il parlait à peine, nous regardait à peine. Maman continuait à s'occuper de lui, apportant de la nourriture, des médicaments, des vêtements propres, mais quelque chose avait changé. Son regard était différent, plus prudent, plus distant, comme si elle s'était enfin réveillée d'un rêve, et voyait la réalité telle qu'elle était. Mais ce n'était pas la fin du cauchemar. En fait, c'était juste le début. Les nuits devenaient le pire moment. Ses pas dans la maison devenaient plus fréquents, plus erratiques. Parfois je me réveillais au son de choses traînées dans le salon, ou à sa voix discutant avec personne. Il parlait tout seul pendant des heures, alternant entre murmures conspirateurs et cris de colère. Onenwit. Je l'entendais dans la cuisine. Il faisait tant de bruit que je pensais qu'il cassait tout. Quand maman se levait pour voir ce que c'était, je la suivais à distance, terrifiée de ce que nous trouverions. Jean était assis sur le sol de la cuisine, entouré de casseroles et d'ustensiles qu'il avait sortis des placards. Il organisait tout en rangée parfaite, marmonnant quelque chose sur « Ils ne me trouveront pas ici, et je dois vous protéger aussi ». Maman parvenait à le convaincre de retourner au lit, parlant doucement, calmement, comme si elle s'occupait d'un enfant effrayé, mais quand nous revenions dans le couloir, je voyais la terreur dans ses yeux. Elle ne reconnaissait plus cet homme non plus. Ce n'était plus le Jean qui nous avait abandonnés il y a des années, ni le Jean malade, et plein de remords, qui était revenu demander de l'aide. C'était quelque chose de différent, quelque chose de brisé au-delà de toute réparation. Le lendemain, pendant que Jean dormait, il passait maintenant la plupart de la journée à dormir, et toute la nuit éveillé. Maman m'appelait pour une conversation sérieuse. « Edith, ton père ne va pas bien », disait-elle, frottant ses mains l'une contre l'autre, une geste nerveuse qu'elle avait depuis toujours. Ce n'est pas seulement son foie, quelque chose ne va pas dans sa tête. J'ai pensé qu'on devrait le renvoyer. Maman, répondais-je, la marque de la gifle déjà partie de mon visage, mais encore très présente dans ma mémoire. Il devient dangereux. Maman secouait la tête, soupirant profondément. Je ne peux pas faire ça, ma chérie. Il n'en est partout à l'air. Personne. Et dans cet état, il ne tiendrait pas une semaine dans la rue. Et nous, combien de temps tiendrons-nous avec lui ici? Demandai-je, ma voix plus dure que je ne l'avais voulu. Son regard rencontrait le mien, et je voyais le conflit qui la déchirait à l'intérieur. L'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour cet homme. L'instinct de s'occuper de quelqu'un clairement malade. La responsabilité maternelle de me protéger avant tout. Je l'emmènerai chez le médecin demain, décidait-elle enfin. Ce comportement n'est pas normal. Peut-être doivent-ils ajuster ses médicaments. Peut-être a-t-il besoin d'un autre type d'aide. J'acquiesçais, soulagé, qu'elle admette enfin que nous avions besoin d'aide extérieure, que nous ne pouvions pas gérer cela seuls. Mais demain apportait des choses bien pires, que n'importe quelle visite chez le médecin ne pouvait résoudre. Des choses qui changeraient le cours de nos vies pour toujours, qui me marqueraient d'une manière qu'aucune fille de 14 ans ne devrait être marquée. Cette nuit-là, Meskers, qui m'écoutait, cette nuit du 17 mai 1974, était celle où notre petit enfer privé se transformait en un cauchemar sans fin. C'était celle où je découvrais qu'il y a de vrais monstres dans ce monde, et que parfois, ils ont le même sang qui coule dans nos veines.
J'étais réveillé au milieu de la nuit par un son, que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Ce n'était pas un cri ordinaire, du genre qu'on entend dans une dispute, ou quand quelqu'un a peur, c'était un son primal, désespéré, le genre de cri qui sort quand une personne est au-delà de la peur. Au-delà du désespoir, c'était la voix de ma mère. L'horloge sur la table de nuit indiquait 2h37 du matin, je m'asseyais d'un bond dans mon lit, le cœur battant si fort, qu'il semblait vouloir sortir par ma bouche. Après le cri venait un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé au sol. Puis le silence, un silence pire que n'importe quel cri. J'étais paralysé pendant quelques secondes. 16 moments, où le corps ne peut toujours pas obéir au cerveau. La partie rationnelle de moi disait de rester calme, de verrouiller la porte, de me cacher. Mais l'autre partie, celle qui savait que ma mère était en bas et avait besoin d'aide, me faisait me lever et marcher vers la porte. Je l'ouvrais lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Le couloir était sombre, juste une lueur de lumière venant du salon en bas. Je descendais les escaliers, marche par marche, chaque pas plus difficile que le précédent, comme si mon corps savait que j'allais trouver, changerait ma vie pour toujours. Ce que je voyais, en atteignant la dernière marche, s'est gravé dans mon esprit comme une photographie terrible, qui ne s'efface jamais, qui ne devient jamais moins vive avec les années qui passent. Maman était allongée sur le sol du salon, son corps étrange, dans une position qu'aucune personne ne choisirait. Une flaque sombre s'étendant sous sa tête, ses cheveux toujours si soignés maintenant trempés d'un rouge, qui semblait noir sous la lumière tamisée. Et ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux, ouverts, regardant le vide, sans cligner, sans vie, debout à côté d'elle, tenant une lampe cassée, et ensanglanté, se trouvait Jean, mon père, sa chemise de pyjama tachée du même rouge sombre, qui s'étendait sur le sol, ses yeux écarquillés, comme ceux d'un animal acculé. Sa respiration aussi lourde que celle de quelqu'un qui venait de fournir un grand effort. Papa, le mot m'échappait dans un murmure, ma voix si faible qu'elle ne semblait même pas mienne. Il tournait la tête dans ma direction, dans un mouvement brusque, comme s'il réalisait seulement maintenant que j'étais là. Pendant un instant, je ne voyais aucune reconnaissance dans ses yeux injectés de sang. C'était comme s'il regardait à travers moi. Quelque chose, ou quelqu'un, que lui seul pouvait voir. Elle ne voulait pas m'écouter, disait-il, sa voix épaisse, brouillée. C'est alors seulement que je réalisais qu'il avait bu. L'odeur du whisky était forte, même à cette distance. Je lui ai dit qu'il venait nous chercher, qu'il fallait s'enfuir, mais elle ne voulait pas m'écouter. Bientôt, je faisais un pas en arrière, la compréhension de ce qui se passait, me frappant comme un coup à l'estomac. Maman était morte, mon père l'avait tuée, et maintenant, nous n'étions plus que tous les deux dans la maison. Loï, complètement hors de lui, tenant encore l'arme du meurtre. Toi, tu l'as tué, maman, disais-je, les larmes venant enfin, brouillant ma vision. Non, criait-il, lâchant la lampe, qui tombait avec un bruit sourd sur le tapis taché. Je n'ai tué personne, c'était un accident. Elle est tombée, s'est cognée la tête. Je voulais juste qu'elle m'écoute. Il faisait un pas dans ma direction, les mains tendues, comme s'il voulait m'atteindre. Instinctivement, je reculais davantage, montant une marche de l'escalier. Quelque chose dans mon mouvement semblait réveiller quelque chose en lui. Son regard changeait, se focalisant sur moi. Pour de vrai, pour la première fois. Tu vas le dire, n'est-ce pas? Demandait-il, sa voix soudain plus basse, plus contrôlée, plus effrayante. Tu vas dire que je l'ai tué. Ils vont m'enfermer à nouveau. À nouveau, le mot m'échappait avant que je puisse réfléchir. Un étrange sourire se formait sur son visage. Un sourire qui ne correspondait pas du tout à la scène macabre autour de nous. Ta mère ne t'a jamais dit. J'ai passé 3 ans en prison avant de la rencontrer. Bagarre dans un bar. J'ai poignardé un type qui ne payait pas une dette. Riait-elle. Un son horrible à cet instant. Margot était la seule qui ne savait rien de mon passé, ou faisait semblant de ne pas savoir. Femme insensée, toujours à croire le meilleur des gens. Chaque mot de lui était comme un couteau, tournant dans la blessure ouverte, qu'était mon cœur à cet instant. Comment pouvait-il parler ainsi de la femme qu'il venait de tuer, de la femme qu'il avait accueillie, malgré tout ce qu'il avait fait? Je ne vais pas te laisser tout gâcher maintenant, continuait-il, marchant maintenant résolument dans ma direction. Je ne retournerai pas en prison.
pas après tous ceux que j'ai traversés. Oh! Je me tournais et courais en haut des escaliers, la terreur me donnant une force que je ne savais pas posséder. J'entendais ses pas lourds derrière moi, montant les marches deux par deux. Malgré son âge et sa maladie, j'entrais dans ma chambre et essayais de fermer la porte. Mais il était déjà là, poussant avec son épaule. Trop fort pour moi. Arrête, papa, s'il te plaît, cria Isia, sachant que c'était inutile, qu'il n'y avait pas de voisins assez proches pour entendre, que nous étions seuls dans ce cauchemar. Il parvenait à pousser la porte assez fort pour me faire tomber en arrière, heurtant le lit. Il entrait dans la chambre et fermait la porte derrière lui, tournant la clé dans la serrure. Le son du métal tournant sonnait comme une sentence finale. Je ne voulais pas que les choses soient ainsi, disait-il, se tenant au-dessus de moi, bloquant toute issue. Je voulais vraiment être un père pour toi, Edith. Je voulais réparer les choses, mais maintenant, il est trop tard. Ce qui se passait ensuite est quelque chose que j'essaie chaque jour de ma vie d'oublier. Mais je ne peux pas, le souvenir est là, toujours frais, toujours douloureux, comme une blessure, qui ne guérit jamais complètement. Il se jetait sur moi de tout son poids, m'immobilisant contre le lit. L'odeur de sueur, de whisky et du sang de ma mère m'étouffait. J'essayais de me battre, griffa, mordre, mais il était bien plus fort, même malade. D'une main, il tenait mes poignets au-dessus de ma tête. De l'autre, il commençait à déchirer ma chemise de nuit. Si tu restes calme, ça fera moins mal, marmonnait-il contre mon cou. Sa voix si différente de celle de l'homme qui avait demandé de l'aide à ma mère il y a des mois. Toujours voulu savoir si tu étais comme elle. L'horreur de ces mots me donnait un dernier élan de résistance. Je parvenais à libérer une main et frappais mes ongles contre son visage, griffant assez fort pour sentir la peau se déchirer sous mes doigts. Il rugissait de douleur et me giflait avec une telle force que je voyais des étoiles, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que mon corps devienne mou, sans force pour se battre, le goût du sang dans ma bouche se mêlant aux larmes qui ne cessaient de couler. Ce qui suivait était le pire cauchemar qu'une fille de 14 ans pouvait vivre. Les mains rugueuses parcourant mon corps, la douleur brûlante, les murmures dégoûtants à mon oreille, son poids m'écrasant contre le matelas, où j'avais dormi en sécurité tant de nuits. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Ça pouvait être des minutes, ou des heures. Le temps perd son sens. Quand on est en enfer, à un moment donné, mon esprit s'éteignait simplement, comme un mécanisme de défense. C'était comme si je flottais au-dessus de la scène, observant de loin ceux qui arrivaient à cette fille sur le lit, incapable d'aider, incapable d'arrêter. Quand cela finissait enfin, il s'effondrait à côté de moi, haletant, maintenant trop ivre pour rester conscient. En quelques minutes, il ronflait bruyamment, un bras lourd encore jeté sur moi comme une chaîne. Je restais immobile, sans bouger, pendant combien de temps? Tout mon corps faisait mal, à l'intérieur et à l'extérieur. Je sentais quelque chose de chaud et collant entre mes jambes, mais je ne pouvais pas regarder, ne voulais pas confirmer ce que je savais déjà. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, mais je ne faisais aucun bruit, par peur de le réveiller, par peur que tout recommence. Quand j'étais sûr qu'il était profondément endormi, je me traînais hors du lit, chaque mouvement une agonie. Je saisissais les premiers vêtements que je trouvais, une vieille robe jetée sur la chaise, et m'habillais avec difficulté, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine boutonner. Mon esprit était étrangement calme maintenant, fonctionnant avec une clarté qui ne correspondait pas au chaos autour de moi. Yes, a voice, que je devais sortir de là. Yes, a voice, que s'il se réveillait, il me tuerait probablement, comme il l'avait fait avec maman. J'étais le seul témoin de ce qu'il avait fait, et maintenant, j'étais un crime de plus sur sa conscience, s'il en avait encore une. La fenêtre de ma chambre donnait sur le toit de la véranda. Ce n'était pas une si grande chute, mais toujours effrayante pour une fille qui n'avait jamais fait une chose pareille. J'ouvrais la fenêtre soigneusement, pour ne pas faire de bruit, la brise froide de la nuit frappant mon visage, donnant une fausse sensation de propreté après tout ce qui s'était passé. Je regardais une dernière fois l'homme, qui était mon père, maintenant, ronflant sur mon lit, inconscient du mal qu'il avait fait, de la vie qu'il avait détruite, d'abord celle de ma mère, puis la mienne. Je ressentais une haine que je n'avais jamais connue auparavant, une haine si grande que
Pendant une seconde, je pensais à prendre les ciseaux sur mon bureau, et en finir avec lui là, pendant qu'il dormait. Mais je ne pouvais pas. Je n'étais pas une meurtrière. Je ne serais pas comme lui. Zoignoisement, je passais par la fenêtre, et m'asseyais sur le toit de la véranda, sentant les bardeaux rugueux sous mes jambes meurtries. Le ciel commençait à s'éclaircir légèrement. Il devait être autour de 5h du matin. Bientôt le jour se lèverait. Comme si rien ne s'était passé. Comme si le monde n'avait pas juste collapsé pour une fille de 14 ans à foi. Ariège. Je me traînais jusqu'au bord du toit, et regardais en bas. La chute était plus grande qu'elle ne semblait de l'intérieur de la chambre. En basse, il y avait un parterre de fleurs avec les fleurs, dont maman prenait tant soin, des marguerites, des pensées. Ces fleurs simples, qu'elle aimait, pendant un moment. L'image d'elle arrosant, ces plantes me frappaient avec une telle force, que je manquais de perdre l'équilibre. Je ne reverrai jamais ma mère, ne sentirai jamais son étreinte à nouveau, l'odeur de lavande qu'elle avait toujours, le son de son rire dans les rares moments où elle se permettait de se détendre. Je prenais une profonde inspiration, avalant le sanglot, qui menaçait de s'échapper. Je ne pouvais pas faire de bruit maintenant. Je devais être fort, pour moi-même, et pour la mémoire de ma mère. Zoignoisement, je me tournai face contre le toit, et commençai à me suspendre au bord, mes pieds cherchant un appui sur la colonne de la véranda. La douleur dans mon corps protestait à chaque mouvement, mais l'adrénaline et la peur me donnaient la force de continuer. Mes pieds trouvaient enfin la colonne en bois, et je commençais à descendre, l'enlaçant, comme si c'était un mât de bateau, au milieu d'une tempête. Quand j'étais presque arrivé au sol, mes bras faiblissaient, et je tombais sur le dos dans le parterre de fleurs. L'impact était amorti par la terre molle, mais assez douloureux pour me couper le souffle pendant quelques secondes. Je restais là, parmi les fleurs de maman, regardant le ciel, qui s'éclaircissait de plus en plus. Une partie de moi voulait juste rester là, laisser les heures passer, laisser la vie se terminer avec la nuit. À quoi bon continuer après tout ce qui s'était passé? Mais une autre partie, plus forte, plus déterminée, celle que ma mère avait créée avec tant d'amour et de sacrifice, me poussait à me lever, à survivre, à chercher la justice pour ce que ce monstre avait fait. Avec effort, je me levais, je regardais une dernière fois la maison, qui avait été mon foyer toute ma vie. La maison, où tant de souvenirs heureux avaient été créés. La maison, qui contenait maintenant le corps de ma mère, et le monstre qui l'avait tué. Puis je commençais à marcher, ou plutôt, à me traîner vers la rue. Je n'avais pas un plan clair. Je savais juste que je devais trouver de l'aide, je devais trouver quelqu'un qui me croirait, qui pourrait arrêter Jean avant qu'il ne s'échappe, avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Je me souvenais de l'officier Marcel Dubois, 42 ans, qui vivait à quelques rues de chez nous. Pas exactement un voisin, mais maman parlait toujours bien de lui, disait qu'il était un homme honnête, droit, l'un des rares officiers de police en qui on pouvait avoir confiance. Il avait aidé quand Madame Claire Dubois, 68 ans, notre voisine âgée, avait eu sa maison cambriolée l'année précédente. Avec cette destination en tête, je commençais à marcher, aussi vite que mon corps blessé me le permettait. Les rues étaient désertes à cette heure. Foi était encore endormie, ignorante de la tragédie qui s'était déroulée dans la maison de la couturière Margot. Chaque pas était une agonie, chaque respiration un effort. Mais je continuais à marcher, poussé par le désespoir, par la peur, par le besoin de faire croire à quelqu'un le cauchemar que j'avais vécu. Quand j'atteignais enfin la rue de l'officier Marcel, le soleil s'était complètement levé. Les premières personnes commençaient à sortir pour le travail, regardant avec curiosité et peur cette fille blessée avec la robe déchirée et tachée, titubant sur le trottoir, comme si elle était ivre. Sa maison était facile à reconnaître, la seule de la rue, avec un drapeau français hissé dans le petit jardin de devant. Je me traînais jusqu'au portail et sonnais, mes forces presque épuisées, le monde commençant à tourner autour de moi. La porte s'ouvrait, et je voyais un homme grand aux cheveux gris coupés courts, portant un t-shirt blanc et un pantalon de pyjama. Il me regardait, confus pendant une seconde, puis ses yeux s'élargissaient de reconnaissance et d'horreur. Mon Dieu, petite, que t'est-il arrivé? J'ouvrais la bouche pour répondre, pour tout raconter, pour supplier de l'aide, mais aucun son ne sortait. Au lieu de cela, le monde s'assombrissait autour de moi,
et je sentais mon corps tomber, comme si toutes les ficelles, qui me tenaient debout, avaient été coupées d'un coup. La dernière chose, dont je me souviens avant de perdre connaissance, étaient des bras forts me retenant avant que je touche le sol, et une voix grave criant à quelqu'un d'appeler une ambulance. Puis, seulement l'obscurité, une obscurité miséricordieuse, qui, pendant quelques heures, me libérait des souvenirs de cette nuit, qui avait détruit mon enfance, mon innocence, ma vie entière. Oh, mes chers amis, qui m'écoutez, comme il est difficile de revivre ces souvenirs. Même après tant d'années, parfois je me demande si je devrais les enterrer une fois pour toutes, laisser le passé au passé. Mais quelque chose en moi dit que raconter cette histoire est important, pas seulement pour moi, comme une manière d'exorciser ces démons, mais aussi pour ceux qui écoutent, pour qu'ils sachent qu'il est possible de survivre même au pire cauchemar, qu'il est possible de reconstruire une vie, même quand il semble qu'il ne reste rien à reconstruire. Et c'est ce que j'ai dû faire après cette terrible nuit de mai 1974, reconstruire de zéro, brique par brique, une vie qui semblait irrémédiablement détruite. Je me réveillais dans une chambre d'hôpital, l'odeur du désinfectant envahissant mes narines, le bip constant d'une machine à côté du lit marquant les secondes, me rappelant que, malgré tout, j'étais encore en vie. J'essayais de bouger, et une douleur aiguë traversait tout mon corps, ramenant tous les souvenirs que, pour un bref moment d'inconscience, j'avais réussi à oublier. Une infirmière entrait dans la chambre. Dès qu'elle remarquait que j'étais réveillé, elle avait un visage gentil, le genre qui semble fait pour réconforter les gens dans les moments difficiles. Elle ajustait la perfusion dans mon bras, vérifiait mes signes vitaux, et me disait d'une voix douce que le médecin me verrait bientôt. Je remarquais qu'elle évitait de me regarder directement dans les yeux, comme si elle avait peur de ce qu'elle pourrait y trouver. Le médecin, un homme âgé aux cheveux blancs et aux cernes profonds sous les yeux, examinait mes blessures avec une douceur qui me faisait pleurer en silence. Il expliquait que j'avais plusieurs contusions, une entorse au poignet, quelques scopures qui nécessitaient des points de suture. Il parlait aussi d'autres choses, des choses qu'une fille de 14 ans ne devrait pas avoir à entendre. Des examens, des preuves, des procédures. Il utilisait des mots techniques que je ne comprenais pas entièrement, mais dont le sens terrible m'atteignait quand même. Quand il terminait l'examen, il disait qu'il y avait des gens qui devaient me parler. Je voyais la peur dans ses yeux quand il disait cela, comme s'il craignait que cette conversation me brise complètement. L'officier Marcel Dubois, 42 ans, entrait, accompagné d'une femme qui se présentait comme une assistante sociale. Ils s'asseyaient sur les chaises à côté de mon lit, leur visage sérieux, préparé pour le pire, ce qui était approprié, car le pire était exactement ce que j'avais à raconter, d'une voix tremblante au début, puis plus ferme, alors que les mots trouvaient leur chemin. Je racontais tout, le retour de mon père il y a des mois, les comportements étranges, la gifle, les nuits d'insomnie, et puis cette nuit-là, le cri de ma mère, le bruit sourd, le sang sur le sol du salon, ses yeux regardant le vide. Je racontais sa confession ivre, comment j'avais essayé de m'échapper, ce qui s'était passé dans ma chambre. Tout au long du récit, l'officier Marcel prenait des notes dans un petit carnet, son visage de plus en plus sombre. L'assistante sociale tenait ma main, la serrant doucement au moment où ma voix défaillait, où les larmes rendaient impossible de continuer. Quand je finissais, un silence lourd tombait sur la pièce, seulement brisé par le bip insistant de la machine, ce son qui semblait de plus en plus comme une accusation. Tout est bien, tout est bien. Alors que ma mère ne l'était plus. Nous avons envoyé une patrouille à votre maison, disait enfin l'officier Marcel, refermant son carnet. Nous trouverons ton père, Edith. Il paiera pour ce qu'il a fait. Mais quelque chose dans son ton me disait qu'il y avait plus quelque chose qu'il ne voulait pas me dire, quelque chose qui rendrait ce cauchemar encore pire. Si cela était possible. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je, reconnaissant l'hésitation dans son regard. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. L'officier échangeait un regard rapide avec l'assistante sociale, qui hochait légèrement la tête, comme pour donner la permission de continuer. Quand la patrouille est arrivée chez vous, ton père était déjà parti, disait-il enfin, choisissant ses mots avec soin. Ils ont trouvé ta mère, exactement comme tu l'as décrit. Nous cherchons Jean maintenant.
Nous avons des hommes sur les routes, aux gares routières, partout où ils pourraient essayer de s'enfuir. Oh, l'idée qu'il s'était échappé, qu'il était quelque part dehors, alors que j'étais coincé dans cet hôpital, me remplissait d'une terreur que les mots ne peuvent décrire. Et s'il venait me chercher, s'il essayait de finir ce qu'il avait commencé, il ne te trouvera pas, disait l'assistante sociale, comme si elle lisait mes pensées. Tu es en sécurité ici. Il y a un officier de police à ta porte. Et ça restera ainsi jusqu'à ce que nous attrapions ton père. Je hochais la tête, essayant de croire ces mots, essayant de trouver du réconfort là où cela semblait impossible. Dans les jours qui suivaient, je restais à l'hôpital, me rétablissant physiquement, tandis que mon esprit essayait de traiter tout ce qui s'était passé. Ma tante Sophie Renaud, 48 ans, sœur de ma mère, qui vivait à Pau, venait me rendre visite. Elle pleurait, m'enlaçant pendant des heures, murmurant des mots de réconfort, qui ne pouvaient percer le mur de douleur que j'avais construit autour de moi. C'était elle qui organisait les funérailles de ma mère, m'épargnant ce dernier coup. Je ne pouvais pas y aller. J'étais encore à l'hôpital, encore considéré comme trop fragile, physiquement et émotionnellement. Parfois je me demande si c'était une bénédiction ou une malédiction. Ne pas avoir pu dire au revoir à ma mère laissait un vide qui n'a jamais été vraiment comblé. Une semaine plus tard, quand les bandages étaient déjà enlevés et les points de suture commençaient à guérir, je recevais la nouvelle. Jean était toujours en fuite. La police avait suivi plusieurs pistes. Plusieurs témoins pensaient avoir vu quelqu'un correspondant à sa description. Mais rien de concret. C'était comme s'il s'était évaporé. Je vais t'emmener chez moi, disait tante Sophie. Assise au bord de mon lit d'hôpital, j'ai parlé au médecin, à l'assistante sociale, au shérif. Tu vas vivre avec moi à Pau maintenant. C'est mieux ainsi. Loin d'ici, loin des souvenirs. Je ne répondais pas. Que pouvais-je dire? Je n'avais plus de maison où retourner. Je ne pouvais imaginer entrer dans ce salon et voir l'endroit où ma mère était morte. Je ne pouvais pas monter ces escaliers et entrer dans la chambre ou non. Je ne pouvais même pas finir cette pensée. Quant était tout ce que je demandais, des mine. Si tu te sens assez bien, répondait-elle, ajustant une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Un geste si semblable à celui de maman, que je sentais les larmes revenir. J'ai préparé une chambre rien que pour toi à la maison. Ce n'est pas grand-chose, mais ce sera un nouveau départ. Je hochai la tête, reconnaissante pour sa gentillesse, pour la chance d'échapper à cette ville, qui ne contenait plus que des cauchemars pour moi. Quand je quittais l'hôpital le lendemain, une voiture de patrouille nous attendait. Ce n'était pas seulement une courtoisie, c'était une protection. Même avec Jean disparu depuis une semaine, personne ne voulait prendre de risques. Il pouvait être n'importe où, attendant une opportunité. Le voyage jusqu'à Pau était long et silencieux. Tante Sophie essayait de faire la conversation quelquefois, parlant de la ville, de comment j'aimerais la nouvelle école, de mes cousins, qui me connaissaient à peine, mais étaient impatients de m'accueillir. Je répondais par des monosyllabes, incapable de répondre à cet effort, encore trop prisonnière des souvenirs de cette nuit. Quand nous arrivions chez elle, une maison simple mais chaleureuse dans la banlieue de Pau, j'étais accueilli par oncle Pierre Lambert, 50 ans, les mères de tante Sophie, un homme calme et au regard doux, et par mes cousins, Michel, 19 ans, et Tennis, 17 ans. Ils me traitaient avec une précaution qui frôlait la révérence, comme si j'étais faite de verre, et pouvait me briser à tout contact un peu brusque. Et peut-être que c'était vraiment ainsi que je me sentais, fragile, brisé, rapiécé à la hâte, mais avec des fissures qu'aucun soin ne pouvait complètement réparer. Les premières semaines chez tante Sophie étaient un flou de cauchemars, de rendez-vous avec des psychologues, de déclarations officielles à la police, qui cherchait toujours Jean. Je quittais à peine ma chambre, mangeais à peine, parlais à peine. Le poids de la perte, du traumatisme, de la violence subie, était comme une pierre géante sur ma poitrine, rendant même la respiration difficile. C'était une de ces nuits sans sommeil, environ un mois après mon arrivée à Pau, que j'entendais une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Tante Sophie et oncle Pierre parlaient dans la cuisine, leur voix basse, mais audible dans le silence de l'aube. Ils ont appelé 2 fois aujourd'hui, disait oncle Pierre. Il semblait que Jean a été vu à nouveau là, bas. Mon sang se glaçait. Il était revenu, il était dans ma ville, peut-être dans ma maison. Mon Dieu,
Ne serons-nous jamais libérés de ce cauchemar? La voix de tante Sophie tremblait. Que veut-il? Pourquoi ne s'enfuit-il pas pour de bon? Qui sait ce qui se passe dans l'esprit d'un monstre comme celui-là? Répondait amèrement oncle Pierre. Peut-être cherche-t-il la fille. Peut-être veut-il finir ce qu'il a commencé. Ne dis pas une chose pareille, même pour plaisanter, s'exclamait tante Sophie. J'ai déjà averti la police ici. Ils garderont un œil, feront des patrouilles supplémentaires dans le quartier. Et Pierre, s'il te plaît, toi et les garçons, ne laissez pas Edith seule. Pas une minute. Je retournai au lit, le cœur battant à tout rompre. La peur, qui avait commencé à diminuer, revenait de plein fouet. Il m'ékerchai. Ce n'était pas fini. Ça ne serait jamais fini tant qu'il était là dehors. Libre. Cette nuit-là, je prenais une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, dans la peur, caché. Obliant m'attendait. Mon oncle et mes cousins à vivre dans un état d'alerte constant. Ce n'était pas juste pour eux. Ce n'était pas juste pour moi. Je devais trouver un moyen de mettre fin à cela une fois pour toutes. Dans les jours qui suivaient, je commençais à prêter plus attention aux conversations, aux nouvelles locales, à toute information sur Jean. Je découvrais qu'il avait été vu plusieurs fois à Foix, toujours près de notre ancienne maison, toujours la nuit. La police mettait en place des surveillances, mais il semblait avoir un sixième sang disparaissant avant qu'il ne puisse l'attraper. Puis, on dit Mensch. En mettant la table pour le déjeuner, j'entendais quelque chose à la radio. Qu'oncle Pierre écoutait sur la véranda. Une journaliste parlait des préparatifs pour la célébration de la fête nationale du 14 juillet à Foix, mentionnant que, malgré les récents événements qui avaient choqué la ville, la tradition serait maintenue, la place centrale serait décorée, il y aurait de la musique en direct, des stands de nourriture, des jeux pour les enfants. C'était comme si une ampoule s'allumait dans ma tête. C'était ça, la fête nationale, le seul événement de l'année, où toute la ville se réunissait sur la place. Si Jean était à Foix, s'il était obsédé par la maison, par ceux qu'il avait laissés derrière, il serait certainement là pendant la célébration. Peut-être était-ce l'occasion pour la police de l'attraper enfin, mais pour cela, ils auraient besoin de savoir exactement où chercher. Ils auraient besoin d'un appât. Le plan commençait à se former dans mon esprit. Terrible. À risquer. Mais possible. Je retournerai à Foix pour la fête nationale. Je me laisserai voir. Laisserai la nouvelle se répandre. Jean l'entendrait certainement. Et s'il me cherchait vraiment, il viendrait après moi. La police serait préparée. En attente. Ce serait un piège. Pienzoa. Je ne pourrais jamais convaincre tante Sophie et oncle Pierre de me laisser retourner à Foix. Encore moins de servir d'appât. Je devrais faire cela seul, sans qu'il le sache. Dans les 2 semaines qui suivaient, je planifiais chaque détail avec un soin, dont je ne me savais pas capable. Je rassemblais le peu d'argent que j'avais économisé, quelques pièces que tante Sophie me donnait de temps en temps, un billet de 5 francs qu'oncle Pierre m'avait donné pour mon anniversaire. Ce n'était pas beaucoup, mais ça suffirait pour le billet de bus. Je découvrais les horaires des bus allant à Foix, mémorisais l'itinéraire. J'écrivais une lettre à l'officier, Marcel, expliquant mon plan, lui demandant d'organiser une opération pour capturer Jean pendant la célébration. Je n'étais pas sûr que la lettre arriverait à temps, ou qu'il prendrait au sérieux le plan d'une fille de 14 ans, mais c'était le mieux que je pouvais faire. La célébration serait le samedi 14 juillet, le vendredi soir, après que tout le monde était allé se coucher. Je préparais un petit sac à dos, avec un change de vêtements, et l'argent que j'avais rassemblé. Je mettais la lettre pour l'officier Marcel dans une enveloppe que j'avais obtenue à l'école, avec l'adresse du commissariat de Foix. Je laissais une note pour tante Sophie sur mon lit, expliquant que j'avais besoin de retourner là-bas, que j'avais besoin de clore ce chapitre, que je serais bien, et reviendrais bientôt. Le plan était de partir à l'aube, prendre le premier bus pour Foix à 5h du matin. J'avais étudié la maison, savais quelle lame de plancher grinçait, quelle fenêtre pouvait être ouverte sans faire de bruit. Yes a voice. Qu'oncle Pierre dormait profondément après son quart de nuit à l'usine, et que tante Sophie prenait un somnifère, qui la rendait sourde jusqu'au matin. À 3h du matin, le cœur battant si fort, que je pensais qu'il réveillerait toute la maison. Je mettais mon plan en action. Je m'habillais en silence, prenais le sac à dos, déjà préparé, et commençais le trajet à travers le couloir sombre jusqu'à la fenêtre du salon.
qui donnait sur la cour. Chaque pas était un exercice de contrôle de soi, chaque respiration mesurée pour ne pas faire de bruit. Je passais devant la chambre de mes cousins, devant la porte entr'ouverte de la chambre de tante Sophie, et d'oncle Pierre. J'atteignais le salon sans incident. Un petit miracle. Vu comment mes jambes tremblaient, la fenêtre s'ouvrait avec un grincement minime, qui sonnait comme un tonnerre dans mes oreilles hypersensibles. Je me figeais, m'attendant à entendre des pas, quelqu'un se réveillant. Mon plan découvert avant même de commencer. Mais la maison restait silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge au mur marquait les secondes de mon évasion. Je passais une jambe par la fenêtre, puis l'autre, et sautais dans la cour. La nuit était froide, typique de juillet en Ariège, et mon souffle formait de petits nuages dans l'air. Je traversais rapidement la cour, escaladais le mur bas, qui séparait la propriété de la rue, et puis j'étais libre. Les rues désertes de Pau semblaient d'un autre monde à 7 heures du matin. Je marchais rapidement vers la gare routière, évitant les quelques lumières, les rares personnes qui croisaient mon chemin, des travailleurs de nuit rentrant chez eux, des ivrognes titubant après une nuit au bar, un chien errant ou deux fouillant les poubelles. Quand j'arrivais à la gare routière, il restait encore 1 heure avant le départ du bus. Je m'asseyais dans un coin sombre, le sac à dos pressé contre ma poitrine, alternant entre la peur d'être découverte et ramenée, et la terreur de ceux que j'étais sur le point de faire, retourner dans la ville, où j'avais tout perdu, ou peu, être l'homme qui avait détruit ma vie, rôdait encore, mais il y avait une nouvelle détermination en moi, un feu qui n'existait pas avant. J'étais fatigué d'être la victime, de vivre dans la peur. Je voulais que ce cauchemar se termine, je voulais la justice pour ma mère, je voulais pouvoir avancer sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Le bus arrivait ponctuellement à 5h du matin. J'achetais le billet avec des mains tremblantes. Une partie de moi s'attendant à ce que le vendeur de billets demande ce qu'une jeune fille faisait seule en voyageant à 7 heures. Mais il prenait juste l'argent, remettait le billet, et retournait à la lecture de son journal, complètement inconscient du drame qui se déroulait devant lui. Je m'asseyais à l'arrière du bus presque vide, regardant par la fenêtre. Alors que les lumières de Pau s'éloignaient à l'horizon, le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, qui semblaient déplacées au milieu de l'obscurité de ma mission. Le trajet, jusqu'à Foix, durerait environ 1 heure, 1 heure pour réfléchir, pour douter, pour presque abandonner, et retourner en arrière, 1 heure pour renforcer ma détermination, pour me souvenir du corps de ma mère sur le sol du salon, pour ressentir à nouveau le poids de ce monstre sur moi. Quand le bus entrait enfin dans la ville, qui avait été mon foyer pendant 14 ans, je sentais une boule dans ma gorge, qui m'étouffait presque. Rien n'avait changé, les mêmes rues, les mêmes maisons, les mêmes visages sur les trottoirs. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si les terribles événements de cette nuit de mai n'avaient pas ébranlé les fondations de cet endroit, comme ils avaient ébranlé les miennes. Je descendais à la gare routière avec des jambes flageolantes, pas seulement à cause du long voyage, mais à cause du poids de ceux que j'étais sur le point de faire. Ma première destination était le commissariat, pour remettre la lettre à l'officier Marcel en personne, pour expliquer mon plan face à face. Les rues étaient animées, décorées pour la célébration de la fête nationale, qui commencerait ce soir-là. Des banderoles colorées traversaient d'un côté à l'autre. Des stands étaient installés sur la place centrale. L'odeur de crêpes et de barbe à papa commençait déjà à parfumer l'air. Yamarchase, Veta, la tête baissée, craignant d'être reconnu avant l'heure, mais en m'approchant du commissariat, je remarquai quelque chose d'étrange. Il y avait un mouvement inhabituel. Des voitures de police avec gyrophares allumés, des gens rassemblés devant le bâtiment. Je m'arrêtais à une distance sûre, observant la scène avec une appréhension croissante. Que se passait-il? Avait-il capturé Jean? Avait-il attaqué quelqu'un d'autre? C'est alors que j'entendais, venant d'un groupe de femmes debout sur le trottoir, les mots qui changeraient tout. Island. Ils ont attrapé l'assassin de Margot. Mon cœur bondissait. Ça ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Aujourd'hui, juste quand j'étais venu mettre mon plan en œuvre, je m'approchais du groupe, essayant d'entendre plus, essayant de confirmer si c'était vraiment de Jean dont il parlait. C'était dans une pension près de la gare routière, disait l'une des femmes, sa voix chargée d'indignation. Le salaud se cachait là depuis des jours. C'est le propriétaire de la pension.
qui l'a reconnu d'après la photo dans le journal, et a appelé la police. On dit qu'il n'a pas résisté à l'arrestation. Ajoutait une autre, il était tellement ivre, qu'il pouvait à peine tenir debout. Oh, c'était vrai. Alors, ils avaient attrapé Jean. Mon plan ne serait plus nécessaire. La justice avait trouvé son chemin. Même sans mon intervention, mes jambes faiblissaient, et je devais m'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Un mélange confus d'émotions m'envahissait. Soulagement, incrédulité, une étrange déception de ne pas avoir fait partie de la capture. Et plus fort que tout, une profonde exhaustion, comme si toute l'adrénaline, qui m'avait maintenu en fonction ces dernières 24 heures, s'était soudainement drainé de mon corps. C'était fini. Le cauchemar avait pris fin. Jean ferait face à la justice pour ses crimes. Et moi, je pouvais commencer à essayer de reconstruire les morceaux de ma vie brisée. Je posais ma tête contre le mur froid, fermais les yeux. Et, pour la première fois depuis cette terrible nuit, je me permettais de pleurer librement, sans peur, sans honte. Je pleurais pour ma mère, que je ne reverrai jamais, pour la fille que j'étais, et que je ne serai plus jamais, pour les rêves perdus, et pour les cauchemars, que j'espérais, commenceraient enfin à perdre de leur force. Mes chers amis, qui m'écoutaient, parfois, le destin agit de manière mystérieuse, pendant que je planifiais un piège risqué, pendant que je m'échappais au milieu de la nuit, prête à affronter mes pires peurs. La roue de la justice tournait déjà, indépendamment de mes efforts. On dit que Dieu écrit droit avec des lignes tordues, et peut-être que c'est vrai, peut-être que mon évasion désespérée n'était pas vraiment pour capturer Jean, mais pour me redonner le contrôle de ma propre vie, pour me montrer que j'étais plus forte, que je ne le pensais, que je pouvais agir, au lieu de simplement réagir. Ce samedi 14 juillet 1974, tandis que les feux d'artifice éclataient dans le ciel pour célébrer la fête nationale, tandis que la ville fêtait, ignorante du drame privé d'une fille de 14 ans, quelque chose de nouveau naissait en moi, une détermination, une force, que je ne savais pas posséder, une volonté farouche non seulement de survivre, mais de vivre, de reconstruire, de transformer la tragédie en quelque chose de significatif, et c'est exactement ce que je faisais dans les années qui suivaient. Je reconstruisais ma vie, pièce par pièce, brique par brique, jusqu'à devenir la femme que je suis aujourd'hui, à 65 ans, assise sur cette véranda à foie, Ariège, partageant mon histoire avec vous. Après la capture de Jean, je retournais à Pau, avec l'officier Marcel Dubois, qui m'avait trouvé errant près du commissariat. Tante Sophie manquait d'avoir une crise cardiaque, quand elle me voyait arriver, escortée par un officier de police. D'abord, elle pensait que j'avais fait quelque chose de mal, puis elle était furieuse, quand elle découvrait que je m'étais échappé au milieu de la nuit. Et enfin, elle pleurait, en me la chante, quand elle apprenait que Jean était en prison. Ne fais plus jamais une chose pareille, répétait-elle entre ses sanglots. J'ai failli mourir d'inquiétude. Le procès avait lieu 4 mois plus tard. C'était un processus difficile, douloureux. Devoir affronter Jean à nouveau. Revivre chaque détail de cette nuit terrible devant des étrangers. Il était différent, plus maigre, vieilli. Ses yeux opaques, vides de toute émotion. Il ne semblait plus effrayant, juste pathétique, brisé. Un homme détruit par ses propres démons. La sentence était la peine maximale à l'époque, 25 ans sans possibilité de liberté conditionnelle. Yana Yamoiso. S'il a purgé toute la peine. Après le procès, je me faisais une promesse, de ne jamais chercher à savoir ce qui lui était arrivé, de ne jamais le laisser occuper de l'espace dans ma tête, dans ma vie. Pour moi, il mourait dans cette salle d'audience. L'homme, que j'avais autrefois appelé père, cessait d'exister. Les années qui suivaient étaient une reconstruction lente, parfois douloureuse. Mais constante. Je continuais à vivre avec tante Sophie et oncle Pierre, qui devenaient mes tuteurs légaux. Je retournais à l'école, bien que, au début, c'était difficile. Les cauchemars, les crises de panique, les regards de pitié des camarades, qui connaissaient mon histoire. Pau était une ville plus grande, mais les nouvelles voyagent vite. Surtout les tragiques. Tante Sophie insistait pour que je suive une thérapie, quelque chose de peu commun à l'époque, surtout dans une ville comme Pau. La psychologue, Dr. Hélène Martin, 48 ans, avait un bureau simple dans une salle prêtée au centre de santé. Lors des premières séances, je pouvais à peine parler.
Les mots restaient coincés dans ma gorge, comme s'ils avaient peur de sortir, de donner forme à l'horreur que j'avais vécue. Prends tout le temps dont tu as besoin, disait-elle, avec une patience infinie. Je suis là pour écouter, quand tu seras prête. Ah, c'était docteur Hélène qui m'apprenait que le traumatisme n'est pas quelque chose qu'on surmonte complètement, mais quelque chose qu'on apprend à porter, à intégrer dans notre histoire, sans le laisser définir qui nous sommes. C'était elle qui m'aidait à transformer la colère en carburant pour avancer, pour construire quelque chose de significatif à partir des ruines. À Étinence, contre toute attente, j'obtenais une bourse pour étudier le droit à l'université de Pau. C'était une opportunité rare pour une fille d'une petite ville. Surtout avec mon passé. Tante Sophie pleurait quand nous recevions la lettre d'acceptation, de fierté, de peur de me voir partir. Peut être un peu des deux. Ta mère serait si fière, disait-elle, tenant la lettre comme un trésor. Elle disait toujours que tu irais loin, Edith, que tu avais une lumière spéciale. Oh, déménager à l'université de Pau en 1978 était comme entrer dans un autre monde. Le campus était grand, bruyant, plein de possibilités, qu'Efoax, et même Pau, ne pouvait jamais offrir. Les premiers mois, partageant une petite chambre d'étudiant avec 2 autres filles, je me sentais complètement perdu. L'université était intimidante. Les grands couloirs, les salles de classe pleines de jeunes, qui semblaient tellement plus préparés, tellement plus confiants que moi. Je me sentais comme une imposteur, comme si, à tout moment, quelqu'un découvrirait que je n'avais pas ma place ici, que je portais des secrets trop sombres pour être parmi les gens normaux. C'était pendant cette période de doute que je rencontrais Juliette Bisset, 19 une camarade de classe, qui deviendrait ma meilleure amie pour les années suivantes. Grande, avec des cheveux bouclés, qui semblait avoir une vie propre, et un rire qui résonnait dans les couloirs. Juliette était tout ce que je n'étais pas, extravertie, insouciante, pleine d'amis et d'histoires à raconter. Pour une raison que je n'ai jamais complètement comprise, elle décidait de m'adopter. Elle s'asseyait à côté de moi en cours, me traînait dans les cafés que les étudiants fréquentaient après les cours, m'incluait dans les groupes d'études. Peu à peu, sa lumière éclairait les coins sombres de mon âme, me montrant qu'il y avait encore de la place pour l'amitié, pour le rire, pour des moments légers. Même après tout ce que j'avais traversé, tu es trop sérieuse, Edith, disait-elle souvent. Il faut apprendre à vivre un peu. Michael, et j'essayais vraiment. Peu à peu, je baissais les murs que j'avais construits autour de moi, permettant aux gens d'entrer dans mon cercle restreint de confiance. J'apprenais à sourire à nouveau. Même quand le sourire n'atteignait pas complètement mes yeux, j'apprenais à parler du temps, des livres, de la politique, de n'importe quoi d'autre que du passé, que j'essayais de laisser derrière moi. Les études devenaient mon refuge, ma forteresse. Je me plongeais dans les livres de droit avec une dévotion qui impressionnait même les professeurs les plus exigeants. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à comprendre les lois, les mécanismes de la justice, les systèmes qui auraient pu protéger ma mère, s'ils avaient fonctionné comme ils le devaient. En 3e année, quand nous devions choisir une spécialisation, je n'avais aucun doute, le droit pénal, avec un focus sur les crimes contre les femmes et les enfants. Je voulais utiliser mon expérience, ma douleur, pour m'assurer que d'autres ne traversent pas ce que j'avais traversé, ou du moins, pour m'assurer qu'ils trouvent la justice. S'ils le faisaient, c'était dans un cours de droit pénal que je rencontrais Étienne Renaud, 24 ans, pas mon cousin de Pau, mais un jeune homme de Tarbes, fils d'une famille traditionnelle de Nouvelle-Aquitaine, avec des yeux doux et une voix calme, qui me donnait immédiatement un sentiment de sécurité. Il s'asseyait à côté de moi un jour, où Juliette était absente, et nous commencions à parler du cas que le professeur avait présenté, un crime passionnel, qui avait choqué la ville des années auparavant. Je ne suis pas d'accord avec l'approche de la défense, disait-il, et il y avait une conviction dans sa voix, qui me captivait immédiatement. Il n'y a pas de crime passionnel. Il y a le crime. Point. La passion n'est pas une excuse pour prendre une vie. Ces mots résonnaient en moi comme une cloche. C'était exactement ce que je pensais, c'est que je croyais fermement, mais que je n'avais jamais entendu quelqu'un exprimer si clairement. À l'époque, l'idée que les crimes par amour étaient en quelque sorte moins graves
plus compréhensible, était encore courante. Entendre quelqu'un, surtout, un homme, rejeter complètement cette notion, était comme trouver un allié inattendu. Notre amitié grandissait naturellement au fil du semestre. Nous étudions ensemble à la bibliothèque, discussions des cas, partageons des livres et des articles. Étienne était brillant, avec un esprit vif et un sens de la justice qui semblait si aligné avec le mien, que parfois, c'était comme s'il lisait mes pensées. Il m'a fallu du temps pour réaliser que je tombais amoureuse, ou peut-être que je le savais, mais essayais de le nier. Après ce que j'avais traversé, l'idée d'une intimité avec un homme me terrifiait. Les quelques rendez-vous que j'avais essayés les années précédentes, toujours encouragés par Juliette, s'étaient terminés par des crises de panique, par des nuits blanches remplies de cauchemars. Mais Étienne était différent. Il ne poussait jamais, n'envahissait jamais mon espace, ne posait jamais de questions sur mon passé, auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Il avait une patience qui semblait infinie, une douceur qui désarmait mes défenses les plus solides. Notre premier baiser arrivait une nuit pluvieuse. Après une longue journée à la bibliothèque, préparant un devoir sur la récidive criminelle, nous marchions vers l'arrêt de bus, partageant un parapluie trop petit pour deux. Et soudain, il s'arrêtait, me regardait avec ses yeux, qui semblaient voir bien au-delà de la surface, et demandait s'il pouvait m'embrasser. Le fait qu'il demandait, qu'il attendait ma permission explicite, signifiait plus pour moi qu'il ne pouvait l'imaginer. C'était le premier moment en année où je sentais que j'avais un contrôle total sur mon corps, sur qui pouvait ou ne pouvait pas me toucher. Je disais oui, et quand ses lèvres touchaient les miennes, doucement, sans heurter, quelque chose qui avait été gelé en moi commençait lentement à fondre. Notre relation progressait au rythme dont j'avais besoin. Lente, respectueuse, basée plus sur des conversations profondes et des moments de compréhension mutuelle que sur un aspect physique. Étienne ne me pressait jamais pour plus que je ne pouvais donner, ne montrait jamais de frustration. Quand je reculais, quand les cauchemars revenaient, quand le passé s'interposait entre nous, c'était à lui que je racontais enfin toute mon histoire. Une nuit étoilée de notre dernière année universitaire, nous étions assis sur un banc dans le parc de l'université, l'endroit où nous passions les dimanches ensoleillés. Les mots sortaient difficilement au début, puis en un torrent que je ne pouvais plus contrôler. Je parlais de mon enfance sans père, de son retour soudain, des comportements étranges, de cette nuit fatale qui avait à jamais changé le cours de ma vie. Étienne écoutait en silence, tenant ma main, ses yeux fixés sur mon visage, sans jugement, sans pitié, juste une profonde compréhension et une colère contenue pour ce qui m'était arrivé quand je finissais, épuisé, vidé. Il m'enlaçait, et dans la chaleur de cette étreinte, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de ma mère. Une sécurité complète, la certitude que rien de mal ne pouvait m'atteindre tant que j'étais là. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, disait-il simplement, et il y avait une admiration sincère dans sa voix, qui faisait gonfler mon cœur. Et si tu me le permets, je veux passer toute ma vie à essayer d'être digne de ta confiance, de ton amour. Nous nous marions en 1980, juste après l'obtention de nos diplômes. C'était une cérémonie simple, juste les amis les plus proches de l'université, Tante Sophie, Oncle Pierre, mes cousins de peau, et la famille d'Étienne. Je choisissais une robe simple, sans beaucoup d'ornements. Je voulais quelque chose qui représentait le nouveau départ, la simplicité, la vérité, que j'avais trouvé à ses côtés. Notre vie ensemble commençait dans un petit appartement au centre de Pau. Étienne rejoignait un cabinet d'avocat de la défense publique, tandis que j'obtenais un poste d'assistante au bureau du procureur général de Pau, travaillant directement sur les cas de violence domestique. Un département qui commençait tout juste à se former, à une époque où ces crimes étaient encore traités comme des affaires familiales, et non comme la grave violation des droits qu'ils sont réellement. Le travail était difficile, souvent dévastateur. Chaque femme que j'accompagnais, chaque enfant traumatisé, que je voyais dans les couloirs du tribunal, ramenait des flashs de mon propre passé. Mais il y avait aussi une profonde satisfaction à pouvoir faire une différence, à utiliser ma douleur comme un outil pour aider les autres, à transformer la tragédie en un but. En 1981, notre première fille naissait, Margot Renaud, en l'honneur de ma mère.
La tenir dans mes bras, pour la première fois était comme un miracle. Un rappel, que la vie continue, que même des cendres les plus sombres, les choses les plus belles peuvent naître. 3 ans plus tard, venait Jules Renaud, notre deuxième enfant, complétant notre petite famille. La maternité apportait des défis, que je n'attendais pas, des peurs irrationnelles, que quelque chose arrive à mes enfants, des cauchemars récurrents, où je ne pouvais pas les protéger, des moments de panique, quand j'étais seule avec eux. La thérapie, que je n'avais jamais complètement abandonnée, devenait à nouveau une partie essentielle de ma routine. C'est normal, expliquait ma nouvelle thérapeute à Pau. Le traumatisme ne disparaît pas, il change juste de forme. Maintenant que vous êtes mère, vos anciennes peurs ont trouvé un nouveau foyer. Avec patience, avec le soutien constant d'Étienne, j'apprenais à gérer ces peurs, à ne pas les laisser contrôler ma relation avec mes enfants. J'apprenais à être une mère présente, aimante, protectrice, sans être étouffante, forte sans être rigide. Les années passaient. J'étais promue au bureau du procureur général, devenant finalement la première femme à coordonner le département des crimes contre les personnes vulnérables à Pau. Étienne ouvrait son propre cabinet, spécialisé dans les droits humains. Nos enfants grandissaient, étudiaient, suivaient leur propre chemin. Margot devenait médecin, Jules choisissait la musique, devenant professeur de guitare au conservatoire de la ville. Aujourd'hui, en regardant en arrière à mes 65 ans, je vois une vie que je n'imaginais jamais possible. Cette nuit de terreur en 1974, une vie pleine, significative, construite brique par brique sur les ruines de ceux qui étaient détruits. Une vie qui honore la mémoire de ma mère, qui transforme sa mort prématurée et violente en quelque chose, qui a aidé à sauver d'autres femmes, d'autres enfants. Les cauchemars n'ont jamais complètement disparu. Il y a encore des nuits où je me réveille en sueur, les cœurs battants, la sensation de main me tenant contre ma volonté si réelle, que je dois allumer la lumière pour m'assurer que je suis en sécurité, que ce n'était qu'un autre rêve. Il y a encore des jours où certaines bruits, certaines odeurs, me transportent instantanément à cette maison à foi, à cette chambre, à cet instant. Mais j'ai appris que cela fait partie de qui je suis, pas tout ce que je suis. Le traumatisme m'a façonné, mais ne m'a pas défini. Les cicatrices sont là, visibles pour ceux qui savent où regarder, mais elles ne sont pas la première chose que les gens voient. Quand ils m'y regardent, ils voient l'ancienne juge, la mère, la grand-mère de 3 magnifiques petits-enfants, la femme qui a aidé à changer la manière dont le système judiciaire traite les crimes contre les femmes et les enfants en Nouvelle-Aquitaine. Je suis retourné à Foix il y a 5 ans. Après plus de 4 décennies d'absence, Étienne était déjà parti. Une crise cardiaque soudaine l'avait emporté pendant son sommeil. Un adieu paisible, après 35 ans d'amour, qui m'a guéri de manière que je n'imaginais pas possible. Les enfants étaient établis dans leur propre vie, et je ressentais un appel inexplicable à retourner à mes racines, à fermer le cercle. J'achetais une petite maison, pas loin de là, où j'avais grandi. Les premiers mois étaient difficiles. Les souvenirs étaient à chaque coin de rue, dans chaque visage plus âgé, que je reconnaissais de mes souvenirs d'enfance, mais peu à peu, de nouveaux souvenirs commençaient à se superposer aux anciens. De nouveaux amis, de nouveaux endroits préférés, une nouvelle routine, qui n'avait rien à voir avec le passé sombre. La maison, où j'avais grandi, n'existe plus. Elle a été démolie, il y a des années pour faire place à un petit marché. D'une certaine manière, c'était un soulagement. Je n'avais pas à passer devant tous les jours. Je n'avais pas à voir l'endroit où j'avais tout perdu. C'était sur cette véranda, où je suis assise maintenant, vos parlant, que j'ai commencé à penser à partager mon histoire. Pas comme une confession, pas comme une demande de pitié, mais comme un témoignage qu'il est possible de reconstruire une vie, même après les pertes les plus dévastatrices, qu'il est possible de trouver un sens dans la douleur, qu'il est possible d'aimer à nouveau, même quand le cœur a été brisé de la pire manière possible. Mes chers, qui m'avez suivi jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire. Ce n'est pas facile de parler de choses si douloureuses, mais je sens que c'est important pour moi, comme une forme de libération, et peut être important pour quelqu'un qui lit et traverse sa propre vallée d'ombre en ce moment. Si vous souffrez, si vous êtes perdu dans l'obscurité, comme je l'étais, sachez que vous n'êtes pas seul.
Sachez qu'il y a une issue, même si elle semble impossible à trouver maintenant. Sachez que la vie a une incroyable capacité de renouveau, de guérison, de nouveau départ. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous demander une petite faveur du cœur. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire en me disant d'où vous venez. J'aimerais savoir qui lit ces histoires à travers la France. Cela aide à faire grandir ces récits et me permet de continuer à partager ces histoires difficiles, mais importantes. Une étreinte chaleureuse de cette grand-mère, qui, malgré tout, croit en l'amour, en la puissance de la justice, et en la capacité que nous avons tous de nous reconstruire, peu importe combien de fois la vie essaie de nous abattre. Que Dieu prenne soin de chacun de vous. À la prochaine fois.